Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre carrière a été marquée par des personnages que vous avez étudiés en profondeur et qui vous ont permis quand même d'atteindre les sommets. Et à tous vos rôles, l'acteur que vous êtes va en ajouter un, homme de lettres. Bonjour Jean-Hugues Anglade. Bonjour Jacques Plessis. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes rare sur les hauts micros des radios. Il y a toute une actualité dont on va parler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur votre parcours à travers des dates clés. Donc j'en ai cherché. Allons-y. La première que j'ai trouvée, c'est le 28 juin 1979. C'est votre première apparition au journal télévisé. France Roche fait un reportage sur les journées du Conservatoire national d'art dramatique et vous jouez un extrait de Loulou, une pièce de Frank Weckenheim. Oui, absolument, avec Catherine Fro. Qui débutait aussi dans la même classe. Exactement, et on était dans la classe de Marcel Bluval, et Bluval parle de cette séquence, de cette scène, de ces journées de juin au Conservatoire dans son livre. Ouais. Et effectivement, c'est Bluval d'ailleurs qui a été le premier à créer les feuilletons à la télévision avec l'inspecteur Leclerc, puis Vidocq. Absolument. Et c'était Claude Brasseur. Et Claude Brasseur. Et vous avez aussi, ce rôle était un rôle difficile. Loulou, c'est une pièce d'un poète allemand. Oui, absolument. Mais vous savez, à l'époque, on travaillait, plein de choses de différentes. On travaillait du Brecht, on travaillait du Claudel, on travaillait, on travaillait aussi les classiques, Racine. Donc en fait, c'était des exercices, en fait, pour un petit peu développer notre connaissance des personnages, du théâtre, des grandes lignes du théâtre classique, comme celui du contemporain. C'était une période bénie, le conservatoire, pour moi. J'ai gardé un souvenir merveilleux du conservatoire. Et Catherine Fro, comme partenaire, elle débutait, elle aussi, elle était totalement inconnue. Oui, Catherine Fro, elle était très marrante parce que elle fantasmait beaucoup sur les acteurs américains, style Harvey Keitel, Robert De Niro, Al Pacino. Elle voulait devenir, on eût dit qu'elle voulait devenir une actrice américaine mais masculin. Voilà. C'est marrant, hein. Elle a fait tout à fait autre chose. Mais elle est devenue connue et elle a un tempérament. Un vrai tempérament. Plus comique d'ailleurs que dramatique. Oui, c'est vrai. Alors, Jean-Hugues Anglade, vous venez de la Touraine, vous êtes né à Thouars, comme Philippe Catherine d'ailleurs. Exactement. Oui. On s'est... c'est marrant parce qu'on s'est découvert ça pendant le tournage du Grand Bain. C'est drôle, hein. Il m'a dit, je suis né à Thouars. Je dis, c'est pas vrai. Bah si. Donc 2 Thouarsais. Voilà. Et 2 nominés au César. Voilà. Et Thouars, c'est près de Tours. Et alors, curieusement, j'ai regardé un petit peu, il y a eu 2 maires vétérinaires, Jacques Ménard et Jean Dumont, et votre père était aussi vétérinaire à Thouars. Exact, absolument. Absolument. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Thouars, parce que j'y suis resté 2-3 ans, oui. et après, j'ai dégagé je pense, c'est plutôt en Saône-et-Loire après, ou je sais plus trop, parce que mon père changeait de clientèle assez souvent, et il faisait donc on est allé à Aix-en-Provence, on a fait beaucoup de régions de France. Oui, et vous l'accompagnez parfois dans les fermes lorsqu'il fallait soigner les animaux. Ah oui, souvent, oui, parce que mon père était un vétérinaire rural, canine à l'époque. C'était vraiment assez, il y avait pas beaucoup de petits chiens, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. C'était surtout des gros animaux, des chevaux, des vaches, des veaux, des agneaux. Donc j'ai assisté à plein de naissances comme ça, voilà. Et ça effectivement, c'est. Mais c'était même merveilleux de voir la naissance, la vie des petits agneaux naître et tout. C'était beau. Alors, votre mère, Jean-Hugues Anglade, est assistante sociale et elle n'a qu'une inquiétude, c'est vos devoirs à l'école et votre réussite scolaire. Oui, parce que j'étais très mauvais à l'école.
mais je me suis rattrapé parce que j'ai été, j'ai eu 2 ans de retard au bac. Oui. Et j'ai eu le bac en 75 et dans la même année, en 75, donc avec 2 ans de retard, j'avais 20 ans, j'ai réussi dans la foulée l'entrée au Conservatoire de Paris. Alors que vous n'aviez pas pris le moindre cours. Alors que je n'avais pas pris le moindre cours. Exact, Jacques, vous êtes bien renseigné. Et je sais aussi que vous aviez une absence de goût total pour les mathématiques, Jean-Yves. Ça, c'est une horreur. Mais ça dure toujours avec bon avec les réseaux sociaux. Avec les portables, je suis perdu dans les portables, avec les ordinateurs. Je suis non, je suis totalement largué et j'ai honte parce que j'ai un fils qui est très matheux et alors il me regarde avec des grands yeux en me disant mais t'es vraiment nul quoi. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait votre père et votre mère qui rêvaient de vous envoyer à Tours pour apprendre le journalisme. Oui, exact. J'ai fait un peu d'IUT parce que entre les 2 tours du conservatoire, vous savez, il y avait deux tours à l'époque. Oui. Il y avait un concours d'admissibilité et un concours d'admission définitive. J'ai réussi le premier concours et après j'ai attendu 15 jours et c'était vraiment pour moi une question de vie ou de mort. Si je l'ai pas au 2e tour, je sais pas ce que je deviens, mais je me suicide. Non, vous auriez pu être un bon journaliste, peut-être que vous auriez été à ma place, non? Oui, j'aurais été. Alors si j'avais été un aussi bon journaliste que vous, là, peut-être que je ne me serais pas suicidé. Ouais, je pense aussi. Mais ça vous tentait le journalisme ou pas du tout? Moyen. Non, je crois que depuis toujours... C'était un pis-aller. Oui, parce que votre rêve depuis toujours, c'était la comédie, Jean-Yves. Oui, c'est joué. J'écoutais les émissions de Jacques Chancel. J'écoutais les grandes personnalités, Brel, Brassens, Ferré. J'étais Montand. J'écoutais et j'adorais, en fait, moi, j'ai toujours aimé les biographies des artistes, célèbres. Et même les écrivains, Proust, Bergman, tout ça. Et je me suis, dirigé vers le cinéma, vers le cinéma des studios de Tours, où j'ai vu mes premiers films de Jean Eustache, mes premiers films de Bergman, Scènes de la vie conjugale. J'ai vu des films. Les films de Sauté qui m'ont beaucoup marqué. Et d'ailleurs, c'est en sortant de Vincent, François Paul et les autres que j'ai décidé vraiment de faire ce métier. Voilà. Il y a eu la Strada qui vous a marqué aussi. Ah, la Strada, oui. La Strada, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé, j'étais très jeune, je devais avoir 13 ans. Ça m'a bouleversé. Et alors, il y a quelqu'un qui a aussi compté beaucoup dans votre vie, dans votre jeunesse, Jean-Yves Anglade, c'est votre grand-père, qui peignait et qui adorait Picasso et Dali. Oui, il adorait Picasso parce qu'il le trouvait que c'était un fumiste. Oui. Mais en même temps, il adorait, il avait un très bon coup de crayon et en même temps, il faisait de la mosaïque. Il était extrêmement, artiste et il adorait la musique, il adorait Beethoven, la sonate à Kreutzer et il était très, il était très artiste et je tiens de lui. Voilà. Et vous avez décidé un jour que vivre en province, c'était une chose, mais le conservatoire, c'était une bonne idée pour tenter Paris. Ah non, mais de toute façon, c'était le conservatoire de Paris ou rien. Je ne voulais pas faire de théâtre le samedi et le dimanche à Tours, et c'est ce que me recommandaient mes parents. Oui. Et moi, je voulais monter à Paris, tenter le concours d'entrée au conservatoire. J'ai envoyé ma lettre d'inscription et j'ai reçu mon petit papier bleu et j'ai passé le concours et je l'ai réussi. Mais alors vraiment, c'est une chance inouïe quoi. C'est le plus beau jour de ma vie, oui, avec la naissance de mes enfants. Mais sans avoir préparé quoi que ce soit ou avec l'instinct du comédien déjà? Ben non, mais j'avais l'instinct du comédien parce que je savais, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais une oreille et je sentais que je parlais juste. Et donc, en fait, j'ai commencé à acheter des disques, à louer des disques à la bibliothèque de Tours, des disques de la Comédie Française. Et pour essayer de, apprendre Andromaque, Antiochus, le monologue d'Antiochus, Andromaque. J'ai travaillé dans dans mon grenier, devant ma glace, avec le disque,
Et c'est comme ça que je me suis, fait l'oreille. Et j'ai passé après, j'ai commencé à travailler sur Giraudoux, Siegfried de Giraudoux. Et puis après, ben voilà, je me suis lancé. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup compté dans votre jeune carrière. Vous savez, la comédie française, c'est quelque chose à quoi je ne rêvais pas. Je Antoine ne m'imaginais Vitesse. pas que je deviendrais Antoine jamais Vitesse, administrateur. Ah oui. qui a dirigé la Comédie Française, d'ailleurs, pendant quelques années. Pendant Oui, 2 ans. malheureusement disparu trop tôt. Voilà. Et lui a été le premier à croire en vous. Oui, c'est vrai. Un jour, dans le petit théâtre du conservatoire, j'ai ouvert la porte et il y avait un cours. Et j'étais en première année. Et en première année, en principe, on avait un professeur imposé. Et moi, j'avais envie de travailler avec Vitesse. C'est parce que, je sais pas, il y avait une modernité, il y avait une liberté. Et puis, il m'a vu passer mon œil à travers la porte. Et quand il m'a vu, il m'a fait « Viens par là, toi ». Et donc, je suis rentré dans le théâtre. Il m'a dit « Monte sur scène. Allez, on va travailler un peu de Brecht. » On a travaillé Mère Courage. Et j'ai travaillé le cuisinier dans Mère Courage. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et ça a continué avec d'autres metteurs en scène. On en parle avec une autre date, le 9 avril 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Hugues Anglade. Ah oui, le 9 avril, ça, je m'en souviendrai. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jean-Hugues Anglade. On parlera tout à l'heure de votre actualité, mais on revient au 9 avril 1986, une date, vous le dites vous-même, que vous n'avez pas oubliée, celle de la sortie de ce film. Oui, c'est un mercredi. 37 le matin. Ça, c'est un souvenir incroyable. Ah bah oui, bon, Jean-Jacques nous a quittés il y a peu de temps. J'ai eu beaucoup de peine. Je suis resté toujours en très très bons termes avec lui, c'est-à-dire pendant 30 ou 40 ans. Ça fait dans 30 ans peut-être. 30 ans. Dans 30 ans. Oui. Non, c'est l'homme blessé 40 ans. Et j'ai appris ce morceau grâce à Gabriel Yared, ce petit morceau de musique au piano et pour le film. Jean-Jacques, c'est le meilleur souvenir de tournage de ma vie. C'est lui, je lui dois tant. Je lui dois tant. C'est lui qui m'a permis de me révéler au grand public. J'ai été connu dans le monde entier par Madonna, par Prince, par de très très grandes stars qui m'ont rencontré à l'issue de la sortie de ce film. Et vraiment, j'ai été, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Voilà. Bien qu'il y ait d'autres films qui m'aient marqué énormément, tels que L'Homme blessé, tels que, Nikita, tels que, Nocturne indien, etc. La Reine Margot. Dont on va parler tout à l'heure, bien sûr. Alors, j'en reviens à 37 le matin, parce qu'au départ, le casting qui avait été envisagé, c'était Gérard Lanvin et Isabelle Adjani. C'est ce qu'on raconte, en tout cas. Oui, alors moi, j'ai jamais su, vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez parce que je ne sais pas qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, en parlant de 37.2, et pourtant, tu sais, au départ, c'était pas toi qui devais jouer le rôle de Zorg. Et celui qui ne l'a pas joué, il a été très, très en colère. Il était très en colère. Et finalement, non, c'est moi qui l'ai décroché, et je l'ai décroché en un quart d'heure avec Benex, grâce à Dominique Besnéard. Et Benex m'a dit, voilà, ça va être un peu chaud, hein, le film. C'était les années 80, donc pas mal de nudité, pas mal de scènes d'amour. C'est un film sur la passion. Est-ce que tu es prêt à... Et j'ai dit oui, moi je suis prêt à tout. J'ai très très envie. J'ai lu le livre 37 le matin, c'est magnifique. Je veux faire le film. Et vous n'avez pas joué votre personnage, vous l'avez vécu. Oui, j'ai vécu. C'était profil collé avec la vie. Pour moi, c'était comme vivre la vie. C'était vivre. C'était vivre. C'était vivre une vie, c'était même pas tourner un film. Je dormais dans un bungalow. Le matin, le premier assistant, dans un bungalow à Gruissant, vous savez, dans l'Aude, oui. là où
où beaucoup de gens font du sky surf et parce qu'il y a beaucoup de vent et tout ça. Et il y a des tas de bungalows des années 30 qui ont été construits, qui sont magnifiques, qui sont sur pilotis et tout. Et on avait construit un bungalow pour Betty et Zorg. Et moi, je dormais dans un bungalow à côté avec un berger allemand qui s'appelait Rusty, avec mon berger allemand, qui sortait toute la nuit, qui revenait le matin. Et le matin, on me réveillait. C'était le premier assistant qui me réveillait en passant en voiture, en klaxonnant. Je sautais dans mon jean et j'allais directement à mon bungalow pour tourner. Voilà. Gruissant, d'ailleurs, est une ville célèbre qui a été chantée par Charles Trenet. Gruissant, gruissant, mes amours, je reverrai ton village alentour. Alors, il se trouve que Trenet est né à Narbonne. Vous avez tourné une partie du film. Il a passé ses vacances d'enfance à Gruissant et il a habité à Nogent-sur-Marne où le film a été tourné aussi. Mais oui, mais c'est vrai, Nogent-sur-Marne, Oui. oui, Joinville, Bien Nogent-sur-Marne, sûr, oui. oui, Nogent-sur-Marne, on a tourné toute la deuxième partie du film à Nogent-sur-Marne. Voilà. On a commencé par le sud de la France et on est remonté à Paris. Et puis il y a aussi Marvejols où vous avez tourné Oui. dans une boutique qui est aujourd'hui remplacée par une banque. Oui, une BNP, oui. Oui. Et là, pour ne pas la nommer, je sais pas pourquoi je la nomme d'ailleurs, parce que bon. non, voilà, Bref. bref, Mais en c'était un tout cas, tournage étonnant. Hein C'était un tournage étonnant. C'était un été indien en plus. oui, alors l'été, il n'a pas plu une seule fois. Il a fait beau pendant 13 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 13 semaines, on était au soleil. Et il a plu la veille de notre départ. Quand on a fait brûler le bungalow, le lendemain, c'était un tas de cendres. Avec mouillé, quoi. Ouais. Et la mer avait, parce qu'il n'y avait pas de digue à l'époque, ils ont construit une digue de plus. Depuis, il y avait la mer qui avait tout envahi l'espace dans lequel vivait, l'environnement dans lequel vivaient Zorg et Betty. Et vous avez un point commun avec Jean-Jacques Benex, Jean-Jacques Anglais, c'est la précision, le côté méticuleux. J'ai reçu à ce micro, peu de temps avant qu'il disparaisse, Jean-Jacques Benex. On parlait justement de cette précision totale qui était une complexité. Parfois, vous avez la même. Vous approfondissez chacun de vos rôles. Ah oui, moi je travaille beaucoup. Je travaillais beaucoup mes rôles, comme je continue à les travailler beaucoup. Après, j'ai fait des séries comme Braco, qui sont des séries où il y a eu beaucoup plus tard, évidemment, où il y a beaucoup de textes. Donc, il faut s'y prendre au moins 2 ou 3 mois à l'avance. Moi, j'apprends mes textes en profondeur. Je veux les savoir presque comme par réflexe. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à moi, Béatrice ne travaillait pas du tout ses textes. Béatrice Dalle, oui. Alors, Béatrice s'en foutait complètement, ne travaillait pas ses textes. Et alors, il y avait Jean-Jacques qui venait me voir le soir. Il dit, oh, tu peux pas faire répéter un petit peu Béatrice ce soir dans ton bungalow, etc. Alors, j'en profitais pour draguer Béatrice, évidemment. Évidemment. Mais je lui apprenais son texte, forcément. Le lendemain, elle le savait. C'est très bien. C'est votre côté hyper professionnel. Exact. Alors, il se trouve aussi que pendant le tournage, vous avez pressenti que ce serait un grand film, que ce serait un film qui marquerait l'histoire du cinéma. Oui, absolument. Alors ça, je peux pas vous dire comment, mais j'avais une intuition folle. Parce que j'avais, comment dire, on était dans une espèce de cocon. On était dans une espèce d'osmose. Tout le monde s'entendait. Tout le monde avait des histoires d'amour avec tout le monde. Y compris Jean-Jacques, tout le monde. Et c'était très troublant parce que on avait, comment dire, on tournait un film sur la passion et finalement, à ce film répondaient plusieurs passions et c'était en plus fait dans une humeur très joyeuse.
je tiens à dire, parce que j'y ai pensé encore hier soir en m'endormant, que Jean-Jacques, je suis triste qu'il soit parti, parce que sur 37.2, il était gai, il était heureux. Vous pouvez pas vous imaginer. Il arrêtait pas de déconner, il était heureux. Voilà, il arrêtait pas de plaisanter, il arrêtait pas de faire des blagues. Et j'ai gardé ce souvenir, et c'est le souvenir que je conserverai toute ma vie. Voilà. Il n'y a eu qu'un problème, Jean-Hugues Anglade, vous avez signé le contrat 3 semaines après le début du tournage. Ça, j'avais oublié. Mais Oui. et c'est vrai, j'ai signé le contrat 3 semaines après avoir débuté le tournage, et si j'avais su, je l'aurais signé 3 semaines avant. Oui. Parce qu'à l'époque, on n'était pas tellement bien payé. On était tout jeunes, on commençait. Les résultats, 4 millions de spectateurs et des trophées internationaux, Grand Prix des Amériques à Montréal, meilleur film en langue étrangère pour les critiques de Boston, et nomination au César et Oscar. C'est totalement fou. Oui, c'était merveilleux. Oui, puis vous savez, c'était aussi l'engouement des Américains, des Californiens. Je parlais de Madonna l'autre jour. Alors, elle disait, oui, Béatrice, oui, elle en était pas mal. Mais vous, oh, qu'est-ce que vous étiez bien. Oh, qu'est-ce que vous étiez sexy. You were so sexy. Vous l'aviez rencontré. Jean-Hugues. Oui. Oui. Vous l'avez rencontré aux États-Unis? Oui, j'ai rencontré aux États-Unis. Elle a voulu me rencontrer. Non. Oui, absolument. Ainsi que Prince. Prince, c'était un personnage étonnant aussi. Prince, c'est mon icône. C'est Mozart pour moi. Ah bon? Voilà. C'est mon Mozart. Voilà. Il venait de temps en temps à Paris dans le plus grand secret avec sa Absolument. Et c'est là que j'ai rencontré. Oui. Et il avait une musique extraordinaire. Il avait une musique extraordinaire parce que au carrefour, d'abord c'est un musicien fantastique, et il était au carrefour de toutes les tendances musicales, funk, R&B, enfin bon, soul music. Il était vraiment polyvalent, quoi. C'était un musicien et un instrumentiste hallucinant. Voilà. Un personnage étonnant. Et d'autres dates aussi qui vous concernent et qui sont étonnantes, notamment le 25 février 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Hugues Anglade. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Hugues Anglade. Nous parlerons tout à l'heure de votre actualité, mais le 25 février, vous avez été, 95 exactement, vous avez été dans l'actualité grâce à un film. La Reine Margot, et ce 25 février 95, au Palais des Congrès, votre premier César. Ben oui, elle seule, d'ailleurs. Pour l'instant. J'aimerais bien avoir un autre, parce que ça fait 25 ans maintenant. Oui, mais c'était le César du meilleur acteur dans un second rôle. Oui. Vos concurrents étaient Claude Rich, Fabrice Lucchini et Bernard Giraudot. Non. Si. C'était les 3 nommés avec vous. Ah oui, les nommés. Oui. Ah, pas mes partenaires. Non, vos nommés. Ah oui. Et oui, vous avez raison, oui. Et c'est Lanvin qui l'a eu pour... Non, mais c'est vous qui l'avez eu cette année-là. Oui, mais le premier, le César du meilleur acteur, c'est Lanvin. En premier meilleur acteur. Oui. Alors que vous avez le César du meilleur acteur dans un second rôle. Oui. Ouais, bah c'est déjà bien. Oui. Vous vous souvenez de ce moment où on monte sur scène, où on entend son nom? Ben écoutez, et c'était un peu, je m'y attendais un peu quand même. Donc j'ai pas été ému, et puis ça m'énerve les gens émus sur scène. Enfin, ému, c'est pas que ça m'énerve, parce que moi-même j'ai été très ému quand je suis rendu hommage à Patrice Chéreau au César il y a quelques années. Mais je veux dire, les gens qui éclatent en sanglots en disant c'est le plus beau jour de ma vie, etc. Ça m'ennuie un petit peu. Alors là, j'ai préféré, être un petit peu plus, ironique, un petit peu plus, acerbe, en disant que voilà, je dédiais ce second rôle à tous les seconds rôles de la Reine Margot, car je considérais que chaque acteur avait fait une performance dans ce film. Tout à fait. Alors, il se trouve que ce film, c'est Patrice Chéreau qui l'a réalisé, et Patrice Chéreau est un des premiers aussi qui vous ait repéré, Jean-Hugues Anglade, à vos débuts avec L'Homme blessé. Oui,
Alors, l'homme blessé, ça remonte là à 40 ans. Donc, vous voyez, là, vous m'aidez pas. Vous m'aidez pas beaucoup parce que les souvenirs, de toute façon, j'ai toujours voulu, même quand j'habitais à Tours, j'ai toujours voulu rencontrer Patrice Chéreau. Patrice Chéreau, je voulais le rencontrer parce que j'avais entendu parler de la dispute de Marivaux et je voulais voir ce spectacle qui était un spectacle extrêmement, moderne, remettant en question toute une esthétique et qui était l'esthétique d'une nouvelle génération. Et Patrice était jeune et il a fait un spectacle, je dirais presque rock'n'roll. C'était quelqu'un qui était sensuel dans son rapport à la scène. Il avait, donné à ses acteurs justement cette substance, cette sensualité. Et je dois dire que j'étais fan de Chéreau, mais je voulais le rencontrer. Et alors, je suis allé le rencontrer. Une fois que je suis arrivé au Conservatoire à Paris, je suis allé le rencontrer au théâtre de la Porte Saint-Martin. Il m'a dit bonjour, comme ça, il avait la clope au bec et tout, etc. Et après, j'ai pas pu lui dire grand-chose, que j'osais pas trop. Et après, il a repris la dispute au théâtre des Amandiers à Nanterre. Et là, j'ai dit, je veux absolument le rencontrer. Et alors, j'ai branché un de ses techniciens et j'ai dit, est-ce que je pourrais rencontrer Patrice 5 minutes simplement? Et il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je vais lui demander. Et il a accepté de me rencontrer. Et on a fumé une cigarette ensemble dans une loge. Et puis après, c'est un peu long à vous expliquer, mais après, au fur et à mesure, après les mois, après une année ou deux, on a commencé à correspondre ensemble. Il m'a répondu et il m'a rencontré. Et au fur et à mesure, on s'est un petit peu attachés l'un à l'autre, en toute Amitié. voilà, Oui. exactement. Et puis un jour, il m'a proposé L'homme blessé. Et il l'a proposé à Claude Berry qui a dit, mais c'est qui Jean-Hugues Anglade? Tu vas pas prendre Jean-Hugues Anglade pour faire ton rôle principal dans ton film, etc. Et comme Patrice, c'était encore l'époque où les metteurs en scène décidaient qui serait leur rôle principal, il a dit ce sera Jean-Hugues. Et il l'avait aussi proposé à Lanvin. Oui, enfin, encore. Encore. Mais Lanvin, lui, il voulait pas jouer de scène homosexuelle. Oui, car c'était un homme jeune qui se prostituait par amour pour un homme plus âgé. Exactement. Ce qui aujourd'hui ferait scandale sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Mais aujourd'hui, je veux dire, à l'époque, c'était incroyable de faire un film sur l'homosexualité. C'était très tabou encore. Et donc, fallait quand même en avoir pour y aller dans un film comme celui-là, parce que c'était un film frontal. Et Patrice, voulait, qu'il y ait, de la sensualité aussi, du sexe aussi, un peu comme Benex, mais côté hétéro. Voilà. Donc en fait, j'ai beaucoup donné de mon corps, au début de ma carrière. Voilà. J'en reviens à la Reine Margot, Jean-Hugues Anglade, où ça a été un tournage pharaonique. Ça a été 6 mois de Oui. tournage. C'était des moyens exceptionnels. Oui, c'était c'était énorme, mais il a mis longtemps à monter ce film, Patrice. Il m'a proposé le rôle de Charles IX. Au début, je faisais un peu la gueule parce que je voulais jouer le rôle de la Mole. C'était le rôle que jouait Vincent Pérez, parce que je disais c'est le rôle d'amoureux d'Isabelle Adjani. Et comme j'étais très amoureux, je le suis encore, d'Isabelle Adjani. Nous le sommes tous. J'étais un peu énervé, mais après je me suis rendu compte que Charles IX allait être l'occasion d'un vrai challenge. Et je me suis rendu compte que c'était le personnage qui pouvait faire la surprise, qui pouvait être la révélation. Et en fait, ça l'a été. Ce personnage complètement givré, complètement, à la dérive, fou, immature, irresponsable, adorable en même temps. Voilà. Il était plein de choses que j'ai pu jouer, voilà. Et il était fou, mais
d'une folie bouleversante. Voilà. Et il se trouve aussi que lorsque vous avez reçu un César, ce soir-là, Charlotte Gainsbourg a remis à Jeanne Moreau un César d'honneur pour sa carrière, et Jeanne Moreau a joué la reine Margot en 54. Exact. Et il y a une scène qui est totalement inédite et interdite, où elle est complètement nue. Elle était censurée à l'époque. Ah ben je l'ignorais. Mais personne ne l'a vue, cette scène. Ah bon. Et elle est en couleur. Alors, Patrice Chéreau a dit d'ailleurs qu'il a appris à faire du cinéma grâce à ce film, grâce à la reine Margot. À faire des films? Alors, oui, ce qu'il dit, c'était la plus belle leçon d'apprentissage qu'on puisse imaginer. Mais je pense que d'abord c'était un tel chantier, c'était un tel bateau. Il y avait, comment dire, je pense qu'il était très influencé par de très grands cinéastes. Il était et de très grands, de très grands cinéastes comme Kusturica, comme Martin Scorsese. Comme la musique de, je me souviens plus de qui, mais qui était une musique merveilleuse du temps des Gitans, mais je me souviens plus du nom. Mais Patrice, il avait cette qualité, c'était que en fait, il écoutait, tenait compte beaucoup, et il regardait beaucoup, la façon dont les cinéastes filmaient selon les époques. Et par exemple, sur La Reine Margot, il voulait filmer comme Scorsese avait filmé Les Affranchis, avec le Steadicam. Et puis après, il a un peu reconnu qu'il avait eu tort, que ça. Mais il a quand même fait pas mal de plans au Steadicam, comme ça, de grandes fêtes, et donc il s'inspirait. Et comme il s'est inspiré quand il a tourné Ceux qui m'aiment prendront le train, de la manière de filmer de Lars von Trier dans Breaking the Waves. Avec une caméra très mouvante. Voilà. Et il y a eu aussi, alors lui, à l'époque, il a eu des propositions d'Hollywood pour aller tourner là-bas. Il a refusé, alors que vous êtes allé tourner aux États-Unis. Oui, moi j'ai tourné. Zoé. Moi j'ai tourné Killing Zoe, un film produit par Quentin Tarantino. Oui. C'est lui qui est venu me le proposer à Paris, au Flore. Il m'a supplié de tourner ce film pour son ami Roger Avery, qui était son meilleur ami d'enfance. Ça a changé depuis, mais depuis qu'il est devenu une star. Mais Roger Avery était un metteur en scène formidable, extraordinaire. Je regrette vraiment qu'il n'ait pas continué à faire des films, mais il était peut-être plus attiré par l'écriture. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que Killing Zoe est un film culte. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Il n'a pas eu le succès de Pulp Fiction, mais il a été un film culte par le câble. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a sorti plein de versions de Killing Zoe avec des bonus, avec des traductions, des commentaires du metteur en scène sur tout le film. Et c'est un film qui reste et dont tout le monde me parle encore. Voilà. Et il y a un autre film, Jean-Hugues Anglade, dont tout le monde vous parle encore. Voici son générique. Subway, oui, de Luc Besson, que vous êtes tourné dans le métro, la nuit. Eric Serra. Voilà. Et ça aussi. Et tourner la nuit, ça vous plaisait d'ailleurs. Vous aimiez bien à cette époque-là. À cette époque-là, j'adorais tourner la nuit. Et en plus, je tournais sur des patins à roulettes toute la nuit. Donc en fait, je fatiguais jamais parce que tous les autres, ils transportaient le matériel à pied, ils faisaient les couloirs, et moi, je traçais la route à patins à roulettes. Et je prenais un pied fou. J'étais très heureux. Et en plus, je tournais un film sur le film. Voilà. Je faisais un film, j'ai fait un film de 52 minutes que, Besson m'a proposé de faire. Il m'a dit, je te donne une caméra 16 mm avec un ingénieur du son et un cadreur, et tu tournes tout ce que tu vois. Voilà. Donc j'ai tourné 52 minutes. Après j'ai monté mon film et bien même Isabelle Adjani a dit que le making of était meilleur que l'original. Ça m'a fait
Ouais, j'étais très fier. Voilà. Et alors, le patin à roulettes, je me suis un peu renseigné. Il a débuté au XVIIIe siècle. Les roues étaient alignées. Et c'était un Belge, Jean-Joseph Merlin, qui a fixé 2 rouleaux en métal sur une plaque en bois pour remplacer le patin à glace en été. Et c'est comme ça qu'est né le patin à roulettes. Et Alors, et le patin à roulettes est tellement culte pour vous que quand vous êtes allé présenter 37.2 le matin à Tours, vos fans étaient en patin à roulettes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je dis c'est vrai, mais en fait, je ne m'en souvenais pas. Voilà. Je sais simplement que pour moi, les patins à roulettes de Subway sont dans mon armoire. Elles sont encore utilisables. Et c'est des quads, c'est-à-dire des patins à roulettes à 4 roues. Oui. Voilà, pas en ligne. Voilà. Pour moi, les vrais patins à roulettes, c'est des patins à roulettes à 4 roues. Vous avez raison. Eh bien, ici, tout roule justement. Et on va continuer à parler ensemble avec une autre date, le 5 juillet 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Hugues Anglade. Oula, on fait un saut dans le temps, là. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Jean-Hugues Anglade, on a parlé cinéma. Et puis là, il y a le 5 juillet 2022, le festival de la correspondance de Grignan, où vous allez jouer vous allez lire plutôt, celui dont on va entendre la voix. On a écrit, on répète que j'ai des nerfs en acier. Je considère que c'est insultant. Romain Gary. Et c'est vrai que vous allez lire une lettre de Romain Gary. Ce festival de la correspondance, c'est tous les ans avec des lettres de grands auteurs. Et Romain Gary a écrit une lettre qui est un petit peu sa confession. Bah, écoutez, je suis très touché. C'est la première fois que je vais aller à Grignan. Romain Gary s'est suicidé. J'espère que il sera... Ah, je crois qu'il s'est Oui. Il en avait assez de la vie. Mais oui, il était lassé de la vie. Complètement. C'est ça, oui. Et je suis très touché de lire cette lettre, voilà, qui est une sorte de lettre de confession. Et je vais essayer de la lire du mieux que je peux. Alors, c'est un nouveau métier, lecteur, pour vous. Vous l'avez jamais fait? Non, mais je sais lire. Et je sais lire depuis que mon professeur, mon maître de cours préparatoire m'a dit que je savais très bien lire pour mon âge. Voilà. Donc j'avais 6 ans, donc a priori je sais toujours bien lire. C'est un prof de lettres qui vous a marqué d'ailleurs, qui a cru en vous à un moment où vous étiez le plus mauvais élève de la classe. Oui, absolument. C'est terrible. Bon, il a disparu aussi, ça m'a fait une peine immense. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu dans les 10 dernières années et leur mort m'a beaucoup affecté. Mais lui... J'étais tellement nul en latin, mais il voulait absolument que je fasse du latin. J'étais tellement nul en latin qu'il me surnotait. Et je faisais parfois des versions et des thèmes qui étaient absolument consternants. Mais c'était un ami intime et il m'aimait beaucoup parce que j'étais passionné par les écrivains et surtout par la biographie des écrivains. Et ça, je crois que ça veut dire quelque chose dans mon métier. Le fait d'incarner des personnages dans la vie m'intéresse presque, plus que l'œuvre. Sauf que il y a des gens comme Houellebecq, moi qui me passionne à lire. Il y a des gens comme Philippe Lançon, qui a écrit Le Lambeau, qui est un bouquin absolument merveilleux. Il y a, le livre de Houellebecq aussi, qui s'appelle... je vais le retrouver, c'est pas grave, ça va me revenir. Mais j'ai toujours été passionné par les biographies de Gide, les biographies de Proust, les biographies, de Camus, les biographies de Sartre. Je ne sais pas, c'est leur vie et toutes les biographies en général d'auteurs qui m'intriguent. Voilà. J'ai lu quand même un livre récemment qui m'a passionné, que je trouve une merveille, qui est un livre de Tolstoï qui s'appelle Le Cheval et qui est une nouvelle, mais qui est une beauté rare.
Une Alors, beauté rare. Jean-Hugues Anglade, j'en reviens à Romain Gary, à Émile Ajar, Oui. car dans cette lettre, il explique que finalement, pourquoi il a créé le personnage d'Émile Ajar qui lui a permis d'avoir un second Goncourt. Oui. Au départ, c'était parce qu'il en avait assez d'être lui-même et il voulait autre chose. Ben, certainement, moi je connais pas bien, Romain Gary, donc je saurais pas quoi répondre à ça, mais je dois dire que c'est assez singulier, de prendre un pseudo et écrire un roman et obtenir un second concours. Et il y avait sa secrétaire et son fils qui étaient dans le secret, puisqu'il avait dicté le livre à sa secrétaire, son fils y assistait, mais personne d'autre. Et à l'époque, sans les réseaux sociaux, personne n'a imaginé pendant des mois que Paul Pavlovitch n'existait pas ou existait faussement. Absolument, oui, absolument. Ce qui n'existerait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense pas. Je pense que ça se saurait tout de suite. Ça vous fascine Par comme Twitter. ça il disait que c'était un canular. Ça vous fascine ce genre de double personnalité? Oui, ça me fascine. Oui, ça me fascine parce que c'est un film aussi, quelque part. C'est une histoire absolument hors du commun. Donc, je veux dire, tout ce qui regarde le secret, tout ce qui regarde, l'improbable, l'unique, tout ça me fascine. Et c'est vrai que Romain Gary, c'était un personnage fascinant. Et moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'était un homme d'une discrétion, mais d'une élégance, d'une classe qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. C'était extraordinaire. Il avait un côté lord anglais extraordinaire. Ah oui. Ouais, formidable. Alors, il y a aussi Madame Rosa qu'il a créé à cette occasion. Et il n'imaginait pas que Madame Rosa deviendrait une comédie musicale, une pièce, tout ce que Beko a créé Madame Rosa aux États-Unis. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Non, moi je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas. Une comédie musicale à partir de La vie de Vansoir. Ah bon? Oui. Il a tourné entre Broadway et... Mais il a fait un film aussi. Il y a eu un film aussi avec Signoret. Bien sûr, donc il y a eu tout ce qu'on peut imaginer autour. Alors, ça, finalement, c'est une chose de plus, parce que votre carrière, Jean-Hugues Anglade, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où vous disparaissez, des moments où vous réapparaissez. Et je crois que parmi les hauts, il y a cette série. En Turquie, on peut faire les deux. Je vais te crever, Harouch. Sur la tête de mes gars, je vais te crever. Braco, c'est 32 épisodes de 52 minutes, ce qui pour vous est rare, parce que vous changez souvent de rôle. Et 32 épisodes, c'est unique, je crois. Oui, c'est énorme, et surtout, c'est beaucoup de texte. Mais surtout, c'était, un grand cadeau de Marshall, d'Olivier Marshall. Parce que, en fait, Marshall me demandait de jouer son rôle quelque part. Il avait, travaillé son scénario d'une façon, très très aboutie. Il était, très très marqué par son propre passé de policier. Donc, en fait, ça, c'était très autobiographique quelque part. Il m'avait dit, voilà, je vais le tourner comme un film cinéma. Je vais tourner en 35 mm, 35 mm. Je vais avoir, André, comment il s'appelait ce chef opérateur le chef opérateur des films que j'ai fait avant, à savoir 36 Quai des Orfèvres, et puis MR73, les films qu'il avait tournés avec Auteuil. Et il m'a dit, là, je prends la même équipe de cinéma, je prends Duvauchel, qui est un merveilleux acteur, je prends Carole Rocher, qui est une merveilleuse actrice, et je prends plein d'acteurs vraiment formidables. On va tourner ça comme un film cinéma, et on l'a fait avec beaucoup de soin, et avec vraiment avec une grande passion. C'est un film très brutal, mais c'est un film très touchant et très désespérant aussi. C'est ce qui vous touche aussi. C'est ce qui vous touche. Oui, le le côté film me désespérant. touche. Oui. Le côté désespérant, c'est un peu quelquefois votre personnage.
Ah oui, je suis un peu désespéré parfois, oui, c'est vrai. Mais, Oui, mais comme tout le monde, 32 épisodes, oui. quand on voit ce qui se passe en Ukraine. Oui, exactement. 32 épisodes, ça vous était jamais arrivé. Bon, vous avez joué quelques fois pour... Non, mais j'avais 2 ans de récupération entre eux. Oui, Quand même, il fallait réécrire. Hein. oui. Mais vous imaginiez pas que vous feriez 32 épisodes au départ? Non, mais on était tellement comblés par le succès de la première saison qu'on attendait avec impatience la deuxième. Hein. En plus, c'était pas une série policière comme les autres. Elle était Non, il n'y avait pas d'enquête. C'était pas une enquête, c'était une chasse à l'homme, quoi. C'était on chassait les voyous et en même temps on allait sur le terrain des voyous. Et donc on était en fait borderline. Voilà. Voilà. Et en même temps, c'était un sujet d'actualité parce que les voyous, Olivier Marchal, il les avait fréquentés quand il était policier. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc en fait, il avait une connaissance du milieu formidable. Et en plus, il avait un vocabulaire aussi dans l'écriture qui était totalement nouveau pour moi. Et il y avait, pour moi, c'était un bonheur de jouer, des dialogues qui étaient des dialogues de flics. Il y a eu aussi la même année dans les vents de Neptune de José Dayan. Oui. Là, c'est un rythme différent, José Dayan. Oui, c'est autre chose. C'est plus littéraire. Hein, c'est Fred Vargas. Voilà. Donc c'est autre chose. C'est intéressant. C'est un personnage que personne n'avait joué et qui pourtant était dans l'inconscient de beaucoup de lecteurs. On se demandait à quoi pouvait ressembler Adamsberg, et en fait, Adamsberg, eh bien finalement, il a ressemblé à Jean-Hugues Anglade. Alors, il y a pour l'instant une série qui est tournée, mais on ne sait pas quand elle sera diffusée, qui s'appelle Hors Saison. Oui. Ce sont 6 films de 52 minutes qui se déroulent à la frontière suisse. C'est un thriller. Et là aussi, c'est une aventure tout à fait nouvelle pour vous, un nouveau personnage sur lequel on ne dira pas grand-chose pour l'instant, Jean-Hugues Non. Anglade. C'est un personnage très important. Il est bref, mais il est déterminant. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Et le thème de la série, c'est jusqu'où pourriez-vous aller pour sauver votre enfant? Et ça, si on vous pose la question, je crois que vos enfants, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour vous, Jean-Hugues Anglade. Oui, surtout qu'ils me le rendent bien, quoi. Voilà. C'est ça. Ils sont adorables avec moi. Je les ai élevés seuls, donc depuis l'âge de 3 ans. J'en ai un qui est à Vancouver par le biais d'Erasmus, qui fait des langues appliquées et qui est qui voudrait être traducteur au sein de grandes organisations. Enfin bon, il est très très opiniâtre. Et puis j'ai un autre garçon qui lui est à l'ICANN et qui lui travaille sur sur tout ce qui est design, 3D, création. Il travaille sur ordinateur. Il est très très branché là-dessus depuis qu'il est tout petit. Beaucoup plus que vous, je crois. Oui, oh là. Oh là, c'est peu dire. Alors, je sais aussi que dans la chambre d'un de vos enfants, il y a une photo de Space Stone, qui est un homme qui vous a beaucoup marqué. Oui. Vous Oui. savez où ça? J'ai vu ça. À la sienne? Ouais. Et c'est vrai que l'attentat du Thalys, vous y étiez. Et bon, je crois que vous profitez d'autant plus de la vie aujourd'hui que vous avez cru votre dernière heure arriver ce jour-là. Ah oui. Oui, j'ai senti j'ai senti la mort j'ai senti la mort de mes enfants. J'ai senti la mort de ma compagne. J'ai senti ma propre mort et j'ai senti surtout que ça allait aller très vite. Parce que pour passer d'un wagon à l'autre, avec une Kalachnikov, vous tirez une rafale et vous tuez 10 personnes. Et j'ai senti que ça allait être peut-être si rapide que je ne sentirais rien, mais j'ai su que... Enfin, j'y ai vraiment cru. Voilà. Et vous y pensez encore ou c'est passé? Non, j'y pense encore. J'ai une photo dans la chambre de mes enfants, il y a une photo encadrée d'Oliver, Spencer Stone. Spencer Stone, que j'ai prise à l'hôpital d'Arras
Et j'ai dit à mes enfants, voilà, quand ça va pas bien, vous vous réveillez le matin, vous regardez cette photo et vous vous dites, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et continuons et la vie est belle. Voilà. Et vous vous rendez compte, le chemin parcouru, je crois que votre première télé, c'était une apparition dans La peau de chagrin d'après Oui, Balzac. de Jacques Favard. Voilà, le chemin que vous avez parcouru, c'est une belle réussite. Bah, je ne sais pas si c'est une belle réussite, mais en tout cas, j'ai travaillé 40 ans et je suis, comment dire, et j'ai toujours gagné ma vie et j'ai rencontré des gens passionnants. J'ai même rencontré des gens que d'autres n'ont pas rencontrés. Et donc, j'ai eu quelques belles surprises dans ma vie et voilà. Je remercie le Seigneur. Ouais, et je pense que vous nous réservez encore d'autres bonnes surprises. Continuez comme ça le plus longtemps possible, Jean-Luc Ancel. Merci Jacques, je vais faire tout pour. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.